Tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. 50 ans d'indépendance, on nous avait promis le bonheur et la prospérité. Aujourd'hui, les jeunes Africains prennent des pirogues de fortune, prennent le désert, prennent la mer, ils vont vers l'Eldorado. On nous avait promis le bonheur et aujourd'hui on nous dit que l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ça, c'est le point de vue du chasseur. À aucun moment on nous a demandé et on a laissé le lion s'exprimer. Voici le point de vue du lion. 72 naufragés sur le pont. Ce matin, le navire du sauvetage maritime est saturé de la proue à la poupe. À ses côtés, la vedette des gardes-côtes remorque l'embarcation des clandestins interceptés en mer. Sur le quai, les badauds viennent voir le spectacle. On est là pour voir d'où ils arrivent. Il y en a trop maintenant, tout le monde ne peut pas venir chez nous. On est au bord de la saturation. Ils n'ont aucune conscience de ce que représente un voyage pareil. Mais tout ce qu'ils cherchent, c'est une vie meilleure. De jour comme de nuit, les autorités espagnoles sont rodées. Débarquement de nouveaux migrants, accueil par la Croix-Rouge. Les moins de 18 ans, vous restez ensemble. Hein. Et comme d'habitude, interdiction aux médias de communiquer avec les clandestins. Mais la nuit, la surveillance se relâche. À voix basse, certains se confient. Comment était la mer? Un peu difficile. Un peu difficile. Très même difficile. Et l'autre qui avait? Vous vous attendiez à ça? Vous avez eu peur? Au début, oui, j'étais un peu peur. Mais je sais que ça devrait se passer comme ça. Moi, je suis ivoirien. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. Le maire de Los Cristianos a enfin obtenu l'autorisation de retirer les cayucos du port. Par souci d'hygiène, sans doute. Pour maintenir le standing touristique, peut-être. En tout cas, pour briser le symbole. Sur les hauteurs de l'île, les autorités ont installé un cimetière de cayucos, une décharge pour ces barques venues d'Afrique. Mais les habitants des Canaries commencent à être excédés. Certains d'entre eux sont venus incendier ces bateaux de nuit avec des cocktails Molotov. After the last war I fought in Liberia, the son of my people was killed, you see. And at that time there was hunger, there was no food, no good education. La suite des guerres et puis la politique chez moi, ça ne va pas, donc c'est là ça m'a poussé de quitter mon pays. Pourquoi vous restez pas chez vous là-bas? Mais or que chez nous ici, ça va pas. Well, all this migration is all basically because of success. Everybody want to be a big boy. Everybody want to ride on good cars. And to stop the intimidations, you know, Africa is a place where the rich get richer. If you don't have somebody who can stand for you, you can die for nothing sake, go to jail for no reason. It's Africa for you. Ce qui m'a amené à voyager, c'est un peu comme tout le monde, c'est la situation. Ma famille, nous ne sommes pas une famille riche, mais modeste, mais on peut manger quand même à sa faim dans ma maison. Seulement, on ne peut pas se permettre, par exemple, de payer de grandes études, de faire des trucs comme ça. Pour beaucoup, l'Europe, l'autre monde, c'est l'Eldorado. Ils fuient la dictature, ils fuient la misère, ils fuient tous les problèmes que peut connaître en certains coins l'Afrique en s'imaginant qu'ils vont trouver autre chose. Ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils ne peuvent pas obtenir dans leur propre pays. Lundi, les corps sans vie de 2 jeunes Guinéens ont été découverts dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena qui venait de se poser à Bruxelles. Auprès des 2 adolescents morts de froid, une lettre exprimant toute leur souffrance d'être les laissés pour compte de la planète. Nathalie Cause. Les 2 jeunes Guinéens savaient que leur chance de survie était presque nulle. Yagin, 14 ans, et Fodé, 15 ans, ont pourtant tenté le voyage. Leurs corps ont été découverts lundi à Bruxelles dans le train d'atterrissage de cet avion en provenance de Guinée. La presse belge publie aujourd'hui une lettre bouleversante retrouvée sur les adolescents, un appel au secours adressé aux responsables d'Europe. Aidez-nous, nous avons la guerre et des problèmes d'éducation, nous nous sacrifions parce qu'on souffre trop en Afrique. Si donc je peux partir, je suis même si je meurs en route, en restant je vais mourir. En partant, je risque de mourir, mais j'ai plus de chances d'arriver. Parce qu'en fait, on voit ceux qui sont partis et qui sont déjà arrivés. Et on se dit, bon, c'est bien. Le pays de leur père et de leur mère, le pays de leurs ancêtres. À partir du moment où ce pays ne peut plus leur garantir ni la vie quotidienne, ni l'avenir, ils ont toutes les raisons, comme
dans toutes les sociétés, dans toutes les périodes historiques, de quitter le pays qui n'est plus capable de te nourrir. Tout le monde il a le droit de partir s'il veut partir. Mais personne doit être forcé à partir. Loin de moi, l'idée d'insister ces jeunes-là à partir. Parce que je pense que notre place est en Afrique. Je dis aussi que ces jeunes-là ont le droit de bouger. Ils ont le droit de bouger parce que les Occidentaux viennent chez nous quand ils veulent, où ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Au désert, s'il n'y a pas à manger, il n'y a pas de l'eau, donc c'est la mort, quoi. Il y a plein d'amis qui sont morts aussi. Some of my friends got sick. One other one that we call Rasta, his feet get rotten because of the hot sun. La nuit et la journée, on marchait ça 5 jours. Quand tu es arrivé jusqu'à la bord de Girias, on bute dans la forêt. Bon, ça aussi, c'est une grande souffrance. On viole les filles, on viole les hommes. C'est constant et c'est quotidien, quoi. Et tout le monde les subissent, non seulement des passeurs, la police. Les Algériens nous maltraitent, soit ils nous prennent pas pour des Africains et ils ne se prennent pas pour des Africains, tu vois. Les policiers marocains, ils ont ouvert le feu, ils ont tué. A tener brazos rotos, piernas rotas, balas, disparos, y ha habido muertos, ha habido una cantidad enorme de muertos, ¿no? Pero allí en Melilla no hay ninguna guerra. En Irak hay una guerra. En Palestina se pegan tiros. ¿No? Pero en Melilla no hay ninguna guerra. En Melilla lo que llegan son personas que viven en África, que no pueden vivir en África, porque el colonialismo occidental no lo permite. Tu connais les boules avec les gaz, avant ils tirent ça, mais maintenant ils commencent à tirer des balles réelles. C'est ça que maintenant. Les balles réelles. Voilà, balles réelles. La Cour de la Haye a fait quoi? L'armistice le sait, ils ont fait quoi? L'Europe, soi-disant humaniste, ils ont fait quoi? On tue à bout portant, les Espagnols tuent à bout portant les immigrants sur les îles Canaries. Quelqu'un échappe, ils disent oui, il y a eu des rescapés, 7 rescapés sur 100. Mais ils ont tué les autres. Pourquoi ils ne nous montrent pas les cadavres des autres? Ils mentent, parce que c'est criblé de balles, on n'ose pas le montrer. Les gouvernements n'agissent pas pour leur peuple, ils deviennent aujourd'hui les policiers des puissances étrangères qui les commanditent à garder les peuples comme en tout cas des animaux, à leur barrer leurs propres frontières, à fermer leurs propres portes pour que les gens ne réfléchissent pas, alors que l'immigration n'est interdite dans aucun règlement du monde, dans aucun droit du monde, tout le monde doit circuler librement. S'ils trouvent des prétextes de bloquer les gens, c'est parce qu'aujourd'hui ils sont en train de se soumettre aux puissances des pays riches. Et ce sont des temps des rampants, des pleurants et des marguillants payés à contrepartie par de travail qui vont rendre négativement à leur peuple. Quand vous arrivez peut-être dans l'ambassade française, on vous demande d'apporter un billet d'avion d'abord pour avoir le visa. Vous allez vous endetter, acheter le billet d'avion. On vous demande de souscrire une assurance. Dans une compagnie française, vous partez souscrire l'assurance. On vous demande maintenant de payer les frais d'études des dossiers. Dans les ambassades, moins cher, c'est 20 000 francs. Vous versez tout ça. Et pendant ce temps, vous revenez le lendemain, votre demande de visa est rejetée. On ne vous rembourse ni l'argent de billet d'avion, ni la souscription d'assurance, ni la frais de consultation de dossier. C'est une forme d'escroquerie. C'est du racisme, c'est tout. Aujourd'hui, la vision de l'Océan, les richesses de l'Afrique, oui, en Europe, mais vous restez chez vous. Les Européens, quand il y a eu le trop-plein, ils se sont déversés sur les autres continents, vers les Amériques. Ils ont même dit qu'ils ont découvert l'Amérique, comme si les Indiens qui habitaient l'Amérique n'avaient pas découvert leur propre continent. Puis ils sont allés en Asie, ils sont venus en Afrique, etc. Mais aujourd'hui, tout est occupé. Ils ont fait des nations. Mais ils te disent, tu es étranger chez nous, tu n'es pas autochtone, etc. Et là, ils ont des moyens, effectivement, de faire des pressions sur nous. La migration, ils l'ont accepté quand il y avait les 30 glorieuses, quand l'économie française marchait. Ils ont accepté. Ils ont même absorbé les pieds noirs. Il n'y a pas eu de problème de recasement des pieds noirs. Moi, c'est souvent que c'était en France. Il n'y a pas de problème. Et ils en avaient besoin. Parce qu'ils sont mal payés. Pour les petits patrons, c'est bien dans la concurrence avec les autres pays qui n'ont pas le même type de main-d'œuvre. L'Allemagne a été obligée de faire appel à des Turcs, etc. etc. L'Allemagne qui n'avait pas de colonies à proprement parler. Maintenant qu'il y a le mouvement des autres peuples
vers eux, parce que quand c'est un mouvement de pendule, ils disent ah non, c'est irrégulier, c'est clandestin, on ne va pas accepter toute la misère du monde. Aujourd'hui, on demande aux Africains de parler français et anglais au nom d'une certaine universalité et au nom d'une certaine ouverture. Alors, et on demande aussi aux Africains, à ces mêmes Africains, d'ouvrir leur marché aux produits européens. Et on les empêche de venir. Vous ne pouvez pas parler de mondialisation là où il n'y a pas de libre circulation des populations. Aucune nation n'a le droit de dire je vais choisir mes migrants et en fonction de mes besoins main-d'œuvre. C'est un refus de partage et c'est en même temps un refus de reconnaissance d'une dette historique vis-à-vis des Africains. Il faut simplement que les relations économiques soient différentes de celles qu'ils étaient, qu'on cesse le pillage. Il faudrait en tout cas que les uns cessent de piller les autres et de se barricader. Qu'on soit congolais, de la République démocratique du Congo, du Cameroun, de Sierra Leone, de Nigeria, tout ça, c'est la même souffrance. La faim tue plus que le sida, la tuberculose et la malaria réunis. Cette situation qui est tout simplement horrible n'a rien de surprenant lorsqu'on sait que depuis plus de 3 décennies, l'Afrique est sous le rouleau compresseur de la globalisation, l'ouverture forcée à un marché déloyal. Plus les autres régions se développent, plus l'Afrique recule, tout stagne. Maintenant, on ne parle même plus de développement, on dit lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire que nous sommes allés de mal en pis en quelque sorte. La seule faute qu'on ne pardonne pas, que ne pardonne pas notre monde contemporain, c'est la faiblesse. Si vous êtes faible, vous ne pouvez pas avoir la vérité, vous ne pouvez pas avoir la justice, vous ne pouvez pas avoir l'équité. Si vous êtes fort, on vous pardonne vos fautes. On vous pardonne vos fautes, on vous pardonne vos mauvais choix idéologiques. Ce n'est pas parce que des pays très forts, comme la Chine ou je ne sais pas quel autre pays, comme la Corée du Nord, aujourd'hui, n'ont pas les mêmes choix idéologiques que les États-Unis, que pour autant elle n'est pas respectée, ces pays ne sont pas respectés. Quels sont les dirigeants qui sont en mesure aujourd'hui de nous garantir une vie digne? Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de Kwame Nkrumah, il n'y a pas de Thomas Sankara, il n'y a pas encore de Patrice Lumumba. Pourquoi? Nos politiciens, souvent, ils se distinguent plus par leur manque d'ambition. Leur seule ambition, c'est être au pouvoir. On a des leaders qui sont là pour leur personne, qui ne sont pas là pour un idéal. L'engagement qu'ils ont pris au moment des élections, est-ce qu'ils les respectent? Ils sont là pour leurs intérêts personnels, ils sont là pour tirer tous les avantages qu'ils peuvent et aussi possible en partant, laisser quelqu'un qui va assurer les arrières. Parce que l'enfant du président doit être président, l'enfant du paysan doit rester paysan. Ce n'est pas spécifique à un pays, c'est général maintenant sur le continent. C'est ça qui est malheureux. Des pays qui avaient une expérience démocratique, qui ont vécu autre chose, qui sont revenus à la démocratie, je parle du Niger où on se trouve aujourd'hui, ils sont en train de parler d'un 3e mandat pour le président Tandian aujourd'hui, ce qui est un recul démocratique. Le contre-pouvoir consiste à dire pousse-toi que je m'y mette. C'est juste le pouvoir pour le pouvoir, mais non pas le pouvoir pour des alternatives susceptibles de garantir au plus grand nombre, notamment les jeunes, un emploi décent. J'ai envoyé un qui était pour moi le parfait, c'est Thomas Sankara, qui représentait le leader africain dans toute sa splendeur, proche du peuple avec un discours révolutionnaire. C'est un petit peu les latino-américains aujourd'hui. Hein. Mais nous, on n'a pas ça en Afrique. Aujourd'hui, le leadership, on est en train de le construire dans le forum socio-africain, où on pense qu'on va construire des voix, qu'on va construire des visages qui vont dire non au rapport nord-sud tel qu'ils existent. C'est nos représentants, ce n'est même pas nos dirigeants. Quand le mot dirigeant est là, ce n'est pas lui qui me réveille le matin, ce n'est pas lui qui me doit manger, ce n'est pas lui il ne me fait rien. Il est seulement là, je l'ai mis là, c'est mon mandataire et c'est moi le mandant. Il doit agir conformément à ce que je veux, sinon les clauses du mandat sont interrompues. C'est cette rupture de confiance entre les dirigeants, entre l'élite et les sociétés africaines, à mon avis, qui est à la base de la contre-productivité et de la contre-performance des sociétés africaines face à leur développement,
face à leur bien-être et à leur indépendance par rapport au reste du monde. Donc il y a là cette cassure, une fêlure entre l'élite et le corps social. Le grand drame du continent aujourd'hui, c'est que l'élite africaine, elle continue en fait à reproduire le modèle occidental. Il faut aussi que dans ce domaine, les responsables africains aient une stratégie de développement, une politique à long terme et ne se contentent pas de quémander l'aide, quitte pour certains à le détourner, ou au contraire de demander aux grands organismes internationaux ce qu'ils doivent penser du développement de leur pays. C'est à eux, à l'Afrique, à s'en saisir et à le dire. Pour cela, il faut des gens compétents, intelligents et honnêtes. Une fois élus, ils n'ont d'oreille que pour l'Europe, la Banque mondiale et le G8. Et il semble beaucoup plus important pour eux d'être un bon élève du FMI et de la Banque mondiale que d'être perçus et jugés par leur propre peuple comme de véritables alliés. Et nous voulons aujourd'hui des gens qui aiment l'Afrique. Ces chefs d'État sont pris en otage par l'Occident. Aucun pays ne peut prétendre aujourd'hui qu'il ne soit pas lié, qu'il ne soit pas soumis à des pressions internationales, soit de la part de certains pays, ou soit de la part de certaines institutions financières internationales, pour définir et conduire, mettre en œuvre les politiques que ces soi-disant partenaires ou soi-disant institutions financières veulent que ces élites mettent en place. Nous avons deux faunes qu'il faut liquider ici. C'est le singe qui imite et le perroquet qui répète. Tant que nous ne les liquiderons pas, nous n'avancerons pas, parce que nous ne serons pas créateurs. À leur décharge, même s'ils le voulaient, et le FMI et la Banque mondiale diraient, et pour des raisons de gestion rationnelle des économies, la masse salariale ne doit pas dépasser tel montant, et vous êtes obligé de vous ouvrir parce que seule la compétition peut vous sortir de l'ornière. On vous dit si il y a tant de chômage, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment appliqué à la lettre, en tout cas, les instructions qui vous ont été données, et privatisez ceci, faites cela, entrez par là, sortez par là. Et moi, je crois que l'Europe et l'Afrique sont rattrapées par leurs propres mensonges. Tous les dirigeants comme Thomas Sankara, comme Patrice Lumumba, comme Kwame Nkrumah, on venait mentir sur eux à la télévision et le peuple disait « Ah oui, c'est vrai que… » Alors que la réalité, c'est qu'ils ont été assassinés parce qu'ils refusaient de brader nos richesses. La réalité, ils ont été assassinés parce qu'ils ont refusé de se mettre à genoux devant l'homme blanc, devant le système occidental. Les Africains ne peuvent pas décider sur leurs intérêts. Décider selon les intérêts africains devient que l'Occident se fâche pour ça. Il devrait être heureux. Un chef d'État africain qui décide en faveur des intérêts africains. Cela devient un crime pour l'Occident. Donc un chef d'État qui détruit l'Afrique, voilà ce qu'il supporte. Mais un chef d'État ou un pouvoir africain qui défend les intérêts africains, ils sont contre ça. Que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Malheureusement, au moment des indépendances, on n'a peut-être pas fait les ruptures qu'il fallait pour rompre tous les liens qui aliénaient l'évolution du pays, le développement du pays, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Il y avait deux tendances pour l'indépendance, ceux qui ont véritablement pris leur indépendance et ceux qui ont négocié leur indépendance. Je crois que c'était la différence entre Sékou Touré et d'autres chefs d'État que je ne nommerai pas par principe. L'ancien colonisateur n'a pas lâché prise. Le système colonial est fini, mais le néocolonialisme est venu, c'est-à-dire qu'on a recolonisé par les capitaux d'une autre manière. On n'est pas du tout indépendant. Vous pouvez prendre le miel de la France aujourd'hui, aller le vendre au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire. Et au moment des indépendances, ils ont signé des choses qui disent que voilà, nous, on ne peut pas venir vendre notre miel en France, on ne peut pas aller vendre notre miel aux États-Unis, etc. Le colon s'est retiré, l'expert est venu, l'aide internationale est venue. Par ce truchement, la recolonisation s'est faite, cette fois-ci sous le couvert des Africains eux-mêmes. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce facteur-là. Hein. Le néocolonialisme, c'est quoi? C'est tenir le pays par l'économie à travers les Africains eux-mêmes. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes. Quand vous mangez,
les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. On n'est pas indépendant économiquement, on n'est pas indépendant culturellement, on n'est pas indépendant intellectuellement. Un Sénégalais qui doit se rendre au Kenya aujourd'hui va chercher son visa à l'ambassade de Grande-Bretagne au Sénégal. Et un Kenyan qui doit venir au Sénégal va chercher son visa à l'ambassade de France au Kenya. Pour moi, it doesn't make sense. Mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'ils nous invitent à croire en une démocratie qui se résume à l'organisation d'élections transparentes, point barre. Il n'y a pas de modèle démocratique et l'Europe n'est pas un modèle démocratique parce qu'un modèle démocratique qui serait calqué sur une histoire, sur des cultures, ne serait pas adapté. Vous avez le droit de choisir vos dirigeants, mais pas la politique économique qui devrait vous permettre de manger à votre faim, de travailler, de vivre dignement chez vous. L'indépendance ne se donne pas. Ça se prend, ça s'arrache, ça se paye en sang et en cadavre. L'Afrique est libre dans les textes, mais elle n'est pas libre ni dans sa tête, ni dans ses actions, ni dans ses relations avec les autres. Parce que quand on n'a pas la liberté de choix, on n'est pas vraiment libre. La liberté, c'est un tout. Si on n'a pas à la fois les attributs économiques, politiques, sociaux, culturels de la liberté, eh bien on est amputé quelque part. Le centre d'intérêt des pays industrialisés est différent de nos centres d'intérêt, il faut le dire, il faut le reconnaître. Le général de Gaulle disait quelque chose qui est tout à fait vrai et qui s'est vérifié plusieurs fois depuis 1960. C'est-à-dire que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. En réalité, ils n'ont cure de nos dirigeants, ni de la nature de nos démocraties. Ce qui les intéresse, c'est qu'il faut en un temps T, en un lieu donné, et les hommes ou les femmes dont ils ont besoin pour organiser l'espace économique de telle sorte que leurs acquis, leurs intérêts stratégiques soient sauvegardés. Je pense qu'il y a eu des intellectuels qui ont analysé depuis longtemps les conséquences de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur qui a été maintenue au moment des indépendances. Mais ceux qui ont gouverné le pays n'avaient pas du tout la même opinion que les intellectuels qui envisageaient d'autres solutions. Dans tous les pays, il y a une élimination systématique, politique et parfois physique de tout ce qui était pour des ruptures. Le jour où on ne sera plus libéré, mais libre, je considérerais véritablement qu'on a continué l'histoire commencée par nos ancêtres, qu'on a pris cette indépendance et qu'on a respecté les rêves qu'ils avaient pour un avenir meilleur pour nos enfants. Nommez-moi, citez-moi un seul pays dans le monde que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont sauvé de la misère, ont développé. Quel pays ? Ça a été un goulot d'étranglement. On a imposé aux pays africains des règles qui ont empêché le développement et qui ont créé des crises sociales terribles. Nous nous rendons parfaitement compte que ça doit changer et qu'au niveau mondial, des grands organismes comme la Banque mondiale et le FMI doivent être là pour essayer d'aider ces pays à se développer et pas les contraindre de suivre un modèle qui est inadapté. Quand on vous dit que pratiquement la moitié des Africains vivent avec l'équivalent de moins d'$1 par jour, après plus de 25 ans de programme d'enrichissement structurel, ça vous montre à quel degré ces institutions ont mené le continent africain au bord du gouffre. Le programme d'ajustement structurel. Oh, qui a été un grand désastre. Ouais, parce que le FMI et la Banque mondiale le reconnaissent maintenant. Ils ont fait des dégâts énormes. Mais ils ont été logiques avec eux-mêmes. Ils étaient là pour quoi? Pour mettre le pays en situation de rembourser la dette extérieure. Parce que la dette extérieure, elle est publique. Pour la rembourser, il faut beaucoup exporter pour pouvoir les devises qui vous permettent de rembourser la dette parce que vous l'avez contractée en devise. Donc, vous la remboursez en devise. Et aussi, ils ont fait de l'antisocial. C'est-à-dire, on va marchandiser des services sociaux. Les écoles, regardez l'école privée. Hein?
les cliniques privées. Les chefs d'État africains et même les populations souvent qui sont de la plupart analphabètes pensent que le FMI et la Banque mondiale c'est important pour les pays africains. Vous avez vu, il y a beaucoup de gouvernements qui sont fiers d'exhiber les accords qu'ils signent avec la Banque mondiale et le FMI. Alors que c'est des prêts qu'on contracte à des conditions qui ne sont pas connues. Alors que nous contractons ces nouveaux prêts pour rembourser des dettes totalement improductives. Le Fonds monétaire avait dit, et la Banque mondiale avait dit à Senghor, nous ne pouvons plus continuer de vous prêter de l'argent ou de vous en donner. Et nous n'accepterons plus non plus que les membres de nos conseils d'administration français, américains, etc., vous donnent ou vous prêtent de l'argent si vous ne revoyez pas vos politiques à l'interne. Senghor avait accepté ça. Il ne pouvait pas faire autrement. On a commencé donc à changer nos politiques. Politique agricole, politique industrielle, politique de santé, politique d'éducation, pour nous conformer aux lettres de politique de développement suggérées ou même imposées par la Banque et le Fonds monétaire. La Banque mondiale et le Fonds monétaire sont venus nous dire ce que Senghor a fait, c'était bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant que vous ayez de véritables politiques d'ajustement structurel qui rendaient les conditionnalités encore plus rigoureuses que celles qui avaient été imposées pour le programme de redressement économique et financier. Nous disons par exemple qu'il n'était pas normal que l'essentiel des ressources financières tirées des impôts soit consacré pour payer des fonctionnaires. Et qu'il fallait au contraire réduire la masse salariale. Ceux qui touchent la masse salariale la plus importante, c'est les forces de l'ordre, l'armée, la police, la gendarmerie. Vous ne pourrez convaincre aucun chef d'État de réduire ça. Donc après ça, viennent ensuite les enseignants, instituteurs, professeurs. Si vous nous dites de ne plus recruter des instituteurs et des professeurs, vous allez à l'encontre du point de vue que vous partagez avec nous, que le développement, c'est d'abord l'éducation et la formation. On a eu beau leur dire ça pendant 2 ou 3 ans, pour opposer à chacune des règles de conditionnalité qu'ils voulaient nous imposer, des arguments qui sont inspirés par nos propres réalités. Nous avons eu pendant près d'1 an ou 2 discuté avec eux. À un moment donné, nous avons dû accepter, parce que si nous n'acceptions pas qu'on nous prête de l'argent ou qu'on nous en donne, nous risquions d'être étouffés. Pour cette raison, nous avons convenu d'un plan d'ajustement structurel, une première période. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Le but de l'endettement, c'est en principe de s'endetter sur des projets productifs qui peuvent ensuite vous donner des revenus vous permettant de rembourser. Mais tous les projets que nous financions n'étaient pas des projets productifs, parce qu'il fallait aussi, il y avait des dépenses de souveraineté, il y avait des dépenses concernant l'éducation, concernant la santé, qui ne permettent pas d'avoir tout de suite des revenus. Nous n'avions plus qu'une chose à faire, payer les dettes et ne plus assurer des investissements pour faire avancer nos pays. Il y a même des pays qui ensuite ne pouvaient plus payer les dettes parce que s'ils payaient les dettes, ils ne pouvaient plus assurer le fonctionnement normal de l'État. Les conditions dans lesquelles on a contracté les dettes n'étaient pas des conditions acceptables pour l'Afrique. C'est de considérer que la dette n'a servi qu'à amplifier le processus de pauvreté et de pauvreté dans nos pays. C'est de considérer que si on continue à payer, on ne peut pas espérer financer le développement ou le progrès de nos sociétés. Le Niger est à lui seul l'exemple que la dette ne produit pas le progrès, elle ne produit pas le bonheur. En 1975, la dette du Niger était de 27 milliards. En l'an 2000, elle était à plus de 1000 milliards. Donc en 25 ans, elle a été multipliée par 40. Et en 25 ans, la population s'est appauvrie dans les mêmes proportions. Le remboursement qui a déjà été fait, ce remboursement est supérieur à ce qu'était la dette. Mais nous en sommes arrivés à cette situation
Et pour avoir été leurré par un idéal de développement qui a consisté à emprunter et pour réaliser un projet de société non concerté et cruellement dépendant de l'expertise internationale et des importations. Donc les prêteurs qui, dans le contexte des années 70, qui était une situation marquée par, disons, au niveau des banques, par une situation de surliquidité, qui devaient prêter, qui voulaient prêter, qui faisaient justement le tour des États et pour que nous puissions emprunter. Ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Donc on pouvait nous vendre à la fois les idées et les capitaux nécessaires, et avec des taux d'usure sous prétexte que nous sommes des pays à risque. Donc quand on prête à des pays à risque, on peut se permettre de pratiquer des taux d'intérêt plus élevés. Mais il se trouve qu'au terme de plusieurs décennies de remboursement, même les pays en guerre remboursent. Donc le risque, même si le risque se vérifie, cela n'a pas empêché la plupart des pays de rembourser. Ce qui veut dire qu'en fait, on a appliqué, on nous a volé tout simplement. Donc, il faut que les pays du Nord, nos partenaires, acceptent que, ensemble, nous nous mettions autour d'une table pour revoir ce problème de dette et accepter leur annulation ou leur rééchelonnement ou leur diminution. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Les institutions comme la Banque mondiale, le Fonds européen de développement ont dit non, nous ne pouvons pas le faire parce que nous, si nous annulons les dettes, nous n'avons plus de rentrée pour pouvoir financer les opérations futures. Le fait que les États qui sont censés être des entités souveraines soient endettés au point d'en perdre leur capacité de penser et de décider par eux-mêmes est surréaliste du point de vue de l'homme de la rue. Mais ce qu'il est davantage, c'est que par le truchement de l'État, il l'est lui-même, ainsi que ses enfants et ses petits-enfants, et sans en être informés. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Nous achetons des produits manufacturés qui deviennent de plus en plus chers, alors que nos matières premières, nous les vendons de moins en moins chères. Plus nous produisons d'arachide ou de coton, plus les cours baissent sur le marché mondial. C'est ce qu'on appelle la fameuse détérioration des termes de l'échange. La croissance en Europe, il s'est basée sur deux principes. Payer les matières premières le moins possible et payer la main-d'œuvre le moins possible. Produisez ceci, vendez cela, vendez-le et nous l'achèterons à notre prix. Mais pendant ce temps, et puisqu'il ne s'agit que d'exportation et que localement vous ne transformez rien à partir du savoir local et en travaillant sur les matériaux locaux, donc on est piégé à tout point de vue. Vous prenez la Guinée, premier exportateur mondial de bauxite. Si on n'exportait pas de la bauxite, c'est-à-dire de la terre, mais qu'on exportait tout simplement de l'alumine, on serait totalement indépendant financièrement. Vous savez comment on fait dans ces cas-là pour pas qu'un pays exporte de l'alumine? C'est très simple. Vous ne les aidez surtout pas à avoir des barrages électriques. Comme ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'unité de transformation, ils n'ont pas d'industrie, donc ils se contentent d'exporter la terre brute et c'est encore l'extérieur qui fixe le prix. Vous exportez ce que vous produisez et vous consommez le reste, et dans tous les domaines, les voitures, les chaussures, les sacs. Nous avons toutes les matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. L'Afrique est un paradoxe historique. Continent très très riche par ses matières premières et son potentiel humain. Le continent très très pauvre. Il y a un problème. J'aimerais aller à la Sorbonne pour aller voir la signification
du mot riche et pauvre, voir si c'est la même chose ou pas. Et c'est ce paradoxe-là aujourd'hui qui existe en Afrique. Ce n'est pas normal. Ce qui est fait chez nous est transféré à l'extérieur. Parce que tout simplement, aujourd'hui, la plupart des secteurs clés de notre économie sont contrôlés par le capital étranger. Et bien sûr, s'il y a des profits, mais ces profits vont à l'extérieur. D'autant plus qu'on nous demande, par ces institutions-là, de libéraliser notre code des investissements pour, soi-disant, attirer les capitaux. Or, dans cette libéralisation, non seulement il y a des exemptions fiscales pour plusieurs années, mais surtout la liberté totale de rapatrier les bénéfices. C'est pour cette raison que même le peu qui est fait chez nous est rapatrié à l'extérieur. Et c'est la conjonction de ces facteurs qui explique que plus on parle de croissance, plus les gens s'appauvrissent. Nous ne produisons pas, nous n'exportons généralement que les matières premières dont ils ont besoin pour produire les biens que nous achetons. Donc voici l'impasse. On a beau dire l'Europe a besoin de cet arrière-cour pour faire ses affaires, venir prendre les matières premières, hydrocarbures et tout ce qu'on veut, mais aussi y vendre. Nous avons beau être pauvres, nous sommes un marché. Regardez, les cellulaires ne marchent nulle part ailleurs autant qu'ici. Les pays africains sont des pays pauvres, mais c'est des pays qui ont des taux de croissance élevés. Si les chefs d'État et les responsables pouvaient s'en apercevoir, ils se rendraient compte qu'avec cette donnée-là, il y aurait un rééquilibre à introduire dans leur propre pays pour permettre à leur peuple d'accéder à un autre niveau qu'à celui auquel ils sont actuellement. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. What kind of resources are you asking for in the world that is not in Africa? Tell me. Why should people be poor? Why should people die of hunger on a continent of plenty? Many of our countries have oil. Many of our countries have diamonds. We have got green fields. L'uranium, la bauxite, le pétrole, le bois, le poisson, mais ils doivent tout le faire, tout. Et le diamant, et voilà comme quoi ils nous paient. Le café, le cacao, ils doivent tout au continent africain. Le sous-sol européen, c'est le plus pauvre de la planète. Il n'y a rien, tu as beau creuser, trouve. Nous vivons des économies de prélèvement et durant toutes ces années, hélas, il n'y a eu aucune politique de vision durable de cette gestion de la ressource naturelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que progressivement, les ressources naturelles ont disparu. Le bois a disparu, les forêts ont reculé, installant ainsi le désert. Je peux donner quelques exemples. En 1950, on délivrait les permis d'exploiter le charbon à Sébikotane, à 50 km de Dakar. Aujourd'hui, 56 ans après, on délivre ces mêmes permis à Kounkané, 730 km de Dakar. Cette non-gestion de la ressource a fait un effondrement, une catastrophe écologique. Il y a eu des moments où il fallait faire au moins quelques 200 mètres avec une pirogue à pagaie et revenir avec du produit. Aujourd'hui, il faut prendre au moins 50 000 francs d'essence pour aller faire une pêche de jour et revenir. La ressource, elle est renouvelable, mais elle n'est pas inépuisable. Et il y a aujourd'hui la présence des Espagnols, des Européens, mais aussi des Asiatiques qui ont le mandat de prendre des bateaux à double licence pour des pêches de complaisance, des licences de complaisance, des pêches illicites, non contrôlées, non réglementées, à fréquenter l'Afrique entre la côte de la Guinée-Bissau et de la République de Guinée pour voler le poisson via le Sénégal en transportement illicite, non autorisé. Sur les plages, on constate une concurrence déloyale parce que tout le poisson est destiné à l'exportation. Même la sécurité alimentaire locale n'est pas assurée. Ils se développent parce qu'ils prennent nos poissons, les poissons à l'océan Atlantique, ils polluent les côtes avec le pétrole, ils prennent tous nos ports, ils exploitent nos forêts, ils prennent tout l'uranium, ils prennent tout le pétrole, ils nous donnent des miettes. Quand ils veulent plus d'arachide, ils disent que l'arachide du Sénégal donne le cancer, et parce qu'ils ont le tournesol maintenant. Voyez-vous. Mais quand ils n'avaient pas le tournesol, ils faisaient l'arachide dans le Sénégal. Dans la région d'Arlit, ici nous sommes au Niger, il y a depuis 40 ans une société française qui s'appelait la Cogema et qui aujourd'hui s'appelle Areva, qui prend le minerai d'uranium, qui l'extrait et qui l'emmène directement en Europe pour sa transformation et son utilisation dans les centrales nucléaires françaises. C'est ça qui assure les 85% de la production d'électricité française. En quoi ça concerne les populations africaines? C'est que les gens qui vivent dans la région d'Arlit, ils n'ont jamais vu la couleur
de cet argent. C'est pourtant plusieurs centaines de milliers de tonnes de minerais d'uranium qui ont été puisés et simplement une toute petite partie a bénéficié à l'État nigérien, ce faible État nigérien. Et aujourd'hui, dans le cadre de la renégociation des accords, avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme la Chine, on peut penser que ça va être une nouvelle chance pour les peuples africains de se libérer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que justement ce système france-africain a affaibli les capacités des États à résister, à s'imposer et à faire vivre une vraie souveraineté. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelé, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Écoutez, la France-Afrique, c'était toute l'histoire des pays africains après l'indépendance, indépendance la plupart du temps octroyée, sauf ceux qui l'ont prise par les armes, ce qui est le cas de l'Algérie, ou d'autres qui ont dit non, ce qui est le cas de la Guinée, mais bon, le destin de la Guinée après était un destin malheureusement dictatorial, et finalement les relations franco-africaines ont été des relations paternalistes d'une part, d'autre part des relations qui mettaient sous la dépendance de l'ancien colonisateur les pays africains, et puis des relations, je dirais, incestueuses de pays qui se disaient pays amis, pays frères, pays familiaux. On voit les chefs d'État français parlant de mon grand frère, on voit Giscard embrassant Bokassa, on voit d'autres chefs d'État avoir des relations, je dirais, beaucoup trop proches avec les chefs d'État. Et puis, nous avons vu un certain nombre d'individus se disant proches des chefs d'État français et allant en Afrique faire et défaire des gouvernements, et puis des chefs d'État africains demandant qu'on change le ministre de la coopération parce qu'il ne leur plaisait pas. C'est ça la France-Afrique, plus tous les réseaux financiers qui ont lieu au moment de certaines élections présidentielles en France, et puis je dirais des prévarications de part et d'autre. Il est partout mais invisible. Homme de l'ombre, il sait se fondre dans les cérémonies officielles. Il est pourtant bien là. Il savait tisser sa toile, Focard et sa réputation de prince des réseaux. Tout ça, c'est pas du tout mon affaire et c'est pas ce que j'ai fait. Mais je reconnais que les relations que je me suis créées avec des commerçants européens, avec des industriels en Afrique, avec des Africains de toutes catégories, et par la suite des chefs d'État africains, constituent un réseau, mais je n'appelle pas ça un réseau. Le ton est donné. Houphouët, Senghor, Bokassa, toute l'Afrique francophone a défilé dans son bureau. Certains, comme le président guinéen Sékou Touré, l'accuseront même d'être un comploteur, un faiseur de coups d'État. C'est des réseaux diplomatiques, économiques, politiques, militaires qui ont été mis en place à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui pour maintenir les pays de la sphère du précaré français dans la domination néocoloniale. Les réseaux, les 3E, l'état-major, l'Élysée, les entreprises et multinationales. C'est ça le cœur de la France-Afrique, c'est des réseaux diplomatico-militaires et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui c'est toujours la domination. Quand vous avez des bases militaires des pays étrangers, vous croyez que vous pouvez faire une politique autonome par rapport à ce pays, alors que vos soldats sont des soldats qui sont destinés à réprimer les populations, mais pas à défendre le territoire. D'ailleurs, c'est pourquoi ils ont des accords de défense avec l'extérieur. Vous croyez que l'extérieur va venir vous défendre réellement si ces intérêts ne sont pas mis en cause? Ou si vous-même vous mettez ça en cause, vous risquez d'avoir la fréquentation d'un nombre d'huissiers bottés et guetterés. Aujourd'hui, il y a encore des liens forts, des accords de coopération qui pour certains sont toujours secrets, qui permettent à des bases françaises d'être implantées sur le continent africain. Il y en a encore 5 aujourd'hui, en 2008, novembre 2008 quand je parle, il y a 5 bases françaises avec des coûts faramineux et avec une violation de la souveraineté de ces États qui se disent ou qui sont dits indépendants. Pour ce qui concerne l'ensemble français, en tout cas, les anciennes colonies françaises, ces accords de défense étaient destinés principalement à protéger, à sauvegarder les intérêts français sur les territoires de leurs anciennes colonies. Principalement.
et accessoirement de protéger les nouveaux dirigeants. De les protéger pour les maintenir au pouvoir. Peut-être en troisième lieu, peut-être protéger les petits pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, contre d'autres pays africains plus forts, protéger éventuellement le Tchad contre la Libye, je ne sais pas, etc., etc. Voilà les choses qui justifiaient, entre guillemets, l'implantation des bases françaises dans les anciennes colonies de la France. La France-Afrique, c'est un système qui est mis en place pour faire et défaire la classe dirigeante africaine, pour continuer à piller les richesses du continent africain comme on le faisait sur l'esclavage, pendant l'esclavage et la colonisation. Et donc c'est ça la France-Afrique, il va falloir que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter parce que c'est trop flagrant. Ça doit s'arrêter parce que ce n'est pas normal. Et personne ne viendra arrêter ça à notre place. C'est nous qui devons dire non à ce système qui a été mis en place. Le CFA, c'est une autre forme de colonisation, à mon sens. C'est la monnaie des colonies françaises d'Afrique. Cette monnaie, comme je l'ai dit, elle est coloniale. Elle est d'origine nazie. C'est-à-dire quand les nazis occupaient la France, ils avaient inventé une monnaie coloniale qui leur permettait justement de dévaliser, de faire travailler gratuitement les Français et tous les pays occupés. On a changé l'appellation, ça ne s'appelle plus colonie d'Afrique, mais ça s'appelle communauté financière africaine. On change simplement, mais on n'a même pas la délicatesse, à mon sens, de changer la formulation et le label. C'est une technique élaborée pour mettre au pas les dirigeants africains, non seulement d'aujourd'hui, mais ceux de demain, puisque c'est la France qui détient le coffre-fort. Ça veut dire qu'un chef d'État qui ne veut pas marcher selon les injonctions de la France, et puis tout simplement on bloque ses devises, son argent. C'est garder une autre forme de colonisation, celle de l'argent et celle de l'économie. Ça veut dire que vos biens restent les biens d'autrui, votre monnaie reste la leur, donc vous êtes absolument non souverain. La souveraineté d'un État commence par l'indépendance financière de cet État. Donc ça n'a rien à voir avec une monnaie pour créer une indépendance ou développer une indépendance. À partir du moment où les Africains ne maîtrisent pas le franc CFA, ils ne maîtrisent pas leur banque centrale, ils ne maîtrisent pas leur banque commerciale, ils ne maîtrisent pas tous les circuits financiers. Il est difficile de constituer une classe d'hommes et de femmes d'affaires capables de porter l'économie nationale et de remplacer la bourgeoisie occidentale qui domine l'économie. Les Africains sont dépouillés de l'arme monétaire. Ils ne peuvent pas manipuler à leur propre guise le taux de change. Et ils sont accolés à l'euro. Donc quand l'euro s'envole, le franc CFA est surévalué. Or, quand une monnaie est surévaluée, ça veut dire que les produits exportés africains deviennent trop chers, donc on dit qu'ils ne sont pas compétitifs. Du coup, ils accusent des déficits commerciaux et par la suite, les déficits de la balance des paiements. Il est clair, à mon sens, qu'avoir réussi à avoir quasiment 80% des pays de la zone colonisée introduite dans la zone CFA, c'était une forme de colonisation maintenue pour le coton, pour le café, pour le cacao, pour l'or, etc., etc. En 1994, c'est la France, comme dit Edouard Balladur, le Premier ministre, c'est la France qui a décidé la dévaluation du franc CFA. Question essentielle. Mais pourquoi la France a pu se permettre de dévaluer le franc CFA? La réponse scientifique et objective, c'est que le franc CFA est une propriété à part entière de la France. Et pourquoi ils vont dévaluer le franc CFA? Parce que pour eux, il est tout à fait normal qu'ils achètent à vil prix les matières premières africaines, condition sine qua non pour qu'ils puissent reconstruire tous les pays pauvres de l'Europe de l'Est qui intègrent l'Europe occidentale. La France dit simplement aux Africains, vous nègres, ignorants que vous êtes, je vous dis, vendez dans le monde entier tout ce que vous voulez. Vous avez des yens, des dollars. Et bien, si vous les avez
toutes les monnaies de ce qu'on appelle les devises, apportez-moi ça. Et en lieu et place, je vous fabrique des CFA. C'est tout. Donc ça ne coûtait rien. C'est un enrichissement sans cause que la France fait sur le dos des Africains qui sont maintenus volontairement dans l'ignorance. C'est une légalisation de la fuite des capitaux. Quand l'argent fuit le pays, avec quoi on va développer le pays? Les Africains ne peuvent plus constituer une épargne nationale, encore moins une épargne continentale, capable de financer l'économie du pays. La souveraineté d'un État est à 3 dimensions, à savoir la défense nationale, la Constitution, pour ne pas dire oui, c'est la Constitution, et ensuite la monnaie. Donc à partir du moment où la monnaie, le franc CFA, n'appartient pas aux Africains, mais à la France, ça veut dire que ces pays ne sont pas indépendants. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ce que je conteste, c'est qu'il n'ait pas donné la raison pour laquelle l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. C'est que c'est le colonialisme qui l'a empêché et qui l'a aliéné. Et je me réjouis qu'il sorte de cet état de malheur, la colonisation qui a empêché l'Afrique d'évoluer au rythme des nations européennes. Les Blancs nous ont appris que l'Afrique, c'était la barbarie. Voilà. C'est ça qu'il fallait oublier. Bon, oui, on va repartir, on va faire le nègre nouveau. Le nègre nouveau avec un petit cœur bleu, blanc, rouge. C'est ça qu'il voulait faire. Bon, oui. Ça s'appelle l'aliénation culturelle. À partir du 19e siècle, quand la colonisation est devenue territoriale, c'est-à-dire qu'il s'agissait plus simplement d'exporter des hommes et des femmes volés à l'Afrique vers des plantations américaines, mais de venir s'installer sur le sol africain pour faire en sorte qu'on puisse exploiter cette force de travail sur place. À ce moment-là, effectivement, il y a eu, disons, un double dimension qui s'est établie. D'une part, il y avait toujours la préoccupation marchande de s'approprier des richesses, mais en même temps, il y avait, disons, le surgissement d'une justification idéologique. Et cette justification idéologique, dans les cadres de l'époque, c'était de dire, bon, des peuples sont des peuples attardés, on disait même des peuples non civilisés, donc le devoir des peuples civilisés, c'est de gérer à la place de ceux qui ne sont pas civilisés les richesses dont ils sont détenteurs. Et puis, alors progressivement, on va les civiliser, les amener à la civilisation. L'Afrique apporte les éléments de la civilisation au monde, et ces éléments diffusent dans le monde, et pourtant l'Afrique continue toujours, passe toujours pour un continent fruste qui n'aurait rien apporté aux autres. C'est qu'il y a eu dès le début de cette colonisation-là, le fait de récuser que l'Afrique puisse construire son propre modèle, qu'elle puisse, disons, ne se développer qu'en fonction de sa capacité de s'approprier les modèles des autres. On décide de la place qu'on doit occuper dans le monde, de comment on doit parler, de comment on doit gérer nos richesses, de comment on doit éduquer nos enfants, de comment on doit penser l'avenir. À partir de ce moment, ça pose un problème fondamental et que Frantz Fanon résume de façon magnifique et pertinente. Ça veut dire que l'Afrique connaît une déviation existentielle. C'est un problème presque métaphysique. Vous serez libre le jour où vous allez vous identifier à votre maître, vous allez devenir comme votre maître. Vous n'aurez de liberté par la suite que d'être ce que vous n'avez pas été jusque-là. Il faut descendre cette image-là. Il faut briser cette image dans nos mentalités. C'est un homme, Barthélemy Boganda disait, Zokwezo, un homme voit un homme, c'est tout. Un homme est un homme, voit un homme, Zokwezo. Il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un, nous sommes pour la fraternité, nous sommes pour l'humanité, nous sommes pour un humanisme, mais nous sommes contre le mépris. Nous sommes contre ceux qui méprisent l'Afrique, ceux qui dédaignent, ceux qui veulent qu'on soit subordonné, qu'on cire tout le temps les chaussures des autres. Donc quand vous êtes là, les Africains sont gentils,
des histoires comme ça, là, endormir debout. How do we make Africa a place fit for our children? How do we make Africa a place fit for our young people? I deal with migration. When I go to Europe and I see our young people in the streets of Europe, and you feel the humiliation that many of them suffer, you know, living in European cities. But they should be proud Africans being here. But let us not fool ourselves that we need to make Africa fit for our young people. Et il est évident que si l'Afrique a un grand avenir, nous le savons aujourd'hui, si cette autre Afrique qui est en train de naître permet à ses enfants de vivre, ben cette immigration n'aura plus le caractère catastrophique qu'elle a aujourd'hui. Il serait temps que notre jeunesse croie en son continent profondément, qu'elle le construise, qu'on arrête de prendre des barques pour aller construire chez les autres. Parce que quand on arrive en France, quand on arrive en Espagne, qu'est-ce qu'on vous propose comme job? Ramasser les oranges, vous avez bac+4 dans la poche, balayer les rues, être femme de chambre. Vous ne pensez pas que tout ça, vous pourriez le faire chez vous et faire beaucoup plus en construisant l'avenir de votre continent? L'issue n'est pas dans le départ, que l'issue n'est pas dans la violence armée, mais que dans la construction d'une nouvelle vision et la défiance, défier ceux qui sont au pouvoir, qui aspirent au pouvoir, et à travers les bonnes questions. Ne pas se laisser acheter, ne pas se vendre. Les politiques ne changent que s'il y a une pression sur ceux qui exercent le pouvoir pour que ceux qui exercent le pouvoir changent un peu leurs orientations en les conformant aux besoins et aux réalités de la situation et aux besoins des différentes populations. On peut reprocher à l'Europe de défendre ses intérêts par rapport à l'Afrique. C'est aux Africains eux-mêmes de s'organiser. De faire en sorte qu'aujourd'hui, que les intérêts africains soient défendus. Quand vous allez au Sénégal, vous voyez des responsables turcs, vous voyez iraniens. Je prends volontairement ces exemples-là, à côté des Indiens et des Chinois, et qui passent des accords avec le Sénégal. Quand je dis le Sénégal, c'est avec tous les pays africains. Alors la France a toujours son rôle à jouer, bien évidemment. Encore faut-il qu'elle comprenne qu'elle a des intérêts à défendre, mais que les Africains ont aussi des intérêts à défendre. Mais il faut que les Africains soient en mesure d'analyser leurs problèmes et regarder en face leurs partenaires calmement, droit dans les yeux et droit dans leurs bottes pour leur dire « Voilà, nous sommes arrivés là, à cette croisée de chemin. Voilà nos intérêts. Nos intérêts, c'est ça. Ils ne vont pas nécessairement dans le même sens que le vôtre. » On n'a vu aucun pays dans le monde ne se développer avec la sueur des autres peuples. Aucun pays ne s'est développé avec les aides. Ça n'existe pas. C'est par ton propre sueur, ton propre effort qu'on se développe. Quel que soit le tort des autres, quelle que soit la responsabilité, la main des autres dans nos affaires, c'est à nous de trouver au sein de nos sociétés les ressources, la force nécessaire pour changer les choses. Ils doivent aussi revendiquer leurs droits, ils doivent manifester. Parfois, ils le manifestent avec des grèves en brûlant des villes, en réclamant. Toute action est bonne. Pour que les jeunes agissent, que les femmes agissent pour le changement, il faut qu'ils aient conscience que leur action peut aboutir réellement à quelque chose de positif. Ce qui me frappe le plus, c'est une sorte de fatalité semble s'installer chez certains. C'est comme ça, ça ne peut pas changer, mais tout peut changer. Demain, les peuples africains s'éveilleront et se rendront compte que la société civile peut aujourd'hui changer les choses. Il n'y a que nous, les Africains, qui allons résoudre les problèmes des Africains. Ils ne peuvent pas venir. Il faut aussi revoir, à mon avis, le contenu de l'enseignement, à la fois au niveau du primaire, au niveau du secondaire, mais aussi de l'université. Je pense que la production de la société, des sociétés africaines, telle qu'elle se fait, aujourd'hui correspondent plus aux besoins des pays industrialisés et occidentaux qu'aux pays africains. Nous avons des demandes, nous avons des spécificités, nous avons un corpus de besoins. Et nous devons former nos enfants pour qu'ils soient aptes à prendre en charge ces besoins. Un jeune Sénégalais
ne doit pas être formé de la même manière qu'un jeune Français ou un jeune Américain. Un Américain, on le forme non pas pour qu'il soit performant en France, mais qu'il soit d'abord performant chez lui. La formation de la jeunesse africaine est cruciale, c'est crucial. C'est le problème numéro un. On a beau faire, c'est le seul problème numéro un, c'est prendre en charge, prendre en main la jeunesse africaine, car c'est le futur même de l'Afrique. Vous êtes là avec la publicité Levi's. Faites la publicité de Levi's. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec c'est bien cousu là, Levi's. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? Ici à Kayana, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Il fallait donc consommer burkinabé. Il a mis l'accent sur ça, consommer. Donc à partir du moment où on consomme ce qu'on produit, vous voyez, ça encourage la production. Et c'est plus facile aussi d'atteindre l'autoconsommation quand on veut se consacrer, se centrer sur les productions que vous pouvez valoriser dans votre pays. Aussi la jeunesse africaine, à la place de s'habiller avec la friperie qui nous revient des pays occidentaux, s'habiller avec le coton local, serait déjà quelque chose. Si au Mali, à la place de boire le thé chinois, on cherche le thé farako, il serait mieux. À la place du riz thaïlandais, on cherche le riz gambiaka produit par nos paysans, ça serait mieux. Ça, on peut le faire à niveau individuel, mais pour moi, il faudrait aussi l'organiser, c'est-à-dire créer des espaces de consommation libérés, moi je les appelle. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Il faut trouver les moyens d'accrocher l'Afrique au wagon de la mondialisation, mais d'une mondialisation réussie, équitable et juste pour tout le monde. Une mondialisation qui soit respectueuse des différences, des diversités, des cultures, des religions, des ethnies, des races, mais qui soit également porteuse de justice et d'équité. Moi, je suis tout à fait pour l'établissement de rapports fructueux avec l'Afrique. L'Afrique a été colonisée, c'est un fait. Elle a été mal décolonisée, c'est une réalité. Il faudrait qu'aujourd'hui, on ait des rapports qui soient des rapports d'égalité et que chacun y trouve son intérêt. Des dynamiques de coopération peuvent se mettre en place, mais qui ne devraient jamais hypothéquer l'unité du continent. Il faut faire la barrière nette entre l'Occident et l'Afrique. On doit couper court avec l'Occident. On ne pourra jamais, au grand jamais, se développer avec l'Occident. Jamais, c'est impossible. Ils sont très agressifs, ils vendent les armes. Les enfants des présidents vendent les armes. Jean-Christophe Mitterrand, il vend les armes. Les Pasqua, ils ont des procès, les Angola Gate. Les intellectuels comme les Jacques Attali, ils sont impliqués. Le directeur de la Banque mondiale, il vient faire des leçons, Paul Wolvis, mais il paie ses maîtresses avec l'argent de la Banque mondiale. Le fonds Troscan, la même chose aussi, avec des petites Suédoises. Mais ces gens vous apportent quoi finalement? Quand j'entends des Africains dire je suis libéral, je me fends la pute. Je dis c'est pas possible. Un faible qui veut jouer au fort. Parce que c'est un discours qui est pour les Amériques, les pays forts. Parce que dans la concurrence, qu'est-ce que l'emporte? C'est le plus fort. Or, la concurrence aboutit à quoi? Au monopole, parce qu'on liquide tous les faibles et maintenant, monsieur reste, ça devient un monopole. Les classes dirigeantes africaines modernes se sont surtout distinguées durant les dernières années de la colonisation et les premières années de l'indépendance par leur appartenance à des idéologies qui n'avaient rien d'africain. Ils ne ont même pas pensé à les adapter au contexte africain. Donc, il faut que ce soit des leaders qui croient dans l'Afrique et dans ses valeurs. Il faut que les élites africaines, dans ce sens-là, donnent l'exemple. Donnent l'exemple de l'austérité, donnent l'exemple de la bonne gestion et donnent l'exemple de la justice. Dans notre pays,
Il est interdit aux ministres de voyager par avion dans les classes premières. Ils doivent voyager en classe économique. Nous avons supprimé les voitures de luxe et nous avons pris de toutes petites voitures pour nos ministres, lesquelles voitures sont économiques et permettent au peuple de récupérer les sommes ainsi économisées pour faire des dispensaires pour aider d'autres populations. Vous savez, le Burkina n'est pas un pays riche. Et donc, pourquoi dépenser l'argent de l'État dans des voitures qui n'ont une Mercedes? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que bon, le problème de la voiture, c'est un moyen de locomotion. Alors donc, autant prendre les voitures qui sont moins chères. Et c'est comme ça que, bon, à l'époque, ils avaient des petites voitures qui coûtaient en tout cas moins cher que les Mercedes. Et cela ne n'empêche pas, parce que ce n'est pas la voiture qui fait le travail, c'est la personne qui fait le travail. Et si ça peut aussi économiser, faire économiser l'État et tout ça, que cet argent pouvait être utilisé, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et il y a peu d'argent. Et donc, si l'État peut économiser pour réaliser des projets pour l'intérêt du peuple, je pense que c'était ça. C'était vraiment l'objectif, c'était de réduire beaucoup les dépenses de l'État et pouvoir réaliser au profit du peuple. There is a new African in the world, ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing his own affairs. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Si par miracle, dans un an d'ici, en 2010, l'Afrique décidait de s'unir, de créer un gouvernement fédéral qui gérerait l'économie, les ressources, la diplomatie, la sécurité du continent de façon commune, du jour au lendemain, dès 2010, l'Afrique passerait au premier plan des pays du monde. Le jour où les 54 États africains décideront de comprendre que diviser pour mieux régner, ça les dessert, et qu'ils décident de s'unir pour une grande réflexion commune, ne serait-ce que l'acceptation de cette capacité que pourrait être pour leur économie l'unité de leurs ressources naturelles, avec une vision commune, ils auraient peut-être l'impression de comprendre ce que Sankara disait, tout simplement, quand il disait, il y a 20 ans, eh bien, il faut consommer local, il faut produire local, manger local, s'habiller local. Eh bien sûr, si on réussit ça, déjà, on n'est plus dépendant. Notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Mais il y a une sorte de frilosité, une sorte d'accrochage à une souveraineté qui ne conduit à nulle chose, qui ne conduit à n'aboutir à rien. Alors que nous devrions avoir une vision réellement africaine des problèmes. Jusqu'à présent, vous voyez des camions de transport qui sont obligés dans la zone de l'UEMOA, qui sont obligés de s'arrêter à des barrages multiples entre nos différents pays. C'est-à-dire, voilà la différence entre la théorie qui est dans les textes et la réalité de nos comportements de tous les jours. Mais nous traînons derrière nous un peu les casseroles du temps colonial. L'anglophone est anglais, le francophone est français. Il faut dépasser un peu ce clivage qui n'est pas de chez nous. Il y aura toujours des retardataires, pour une raison ou pour une autre, qui ne pourront pas être présents au rendez-vous. Donc dans ces cas-là, il faut partir avec ceux qui sont prêts. Cela demande une volonté politique absolument extraordinaire, mais aussi une alliance, une solidarité tout aussi extraordinaire entre les États. Parce que le Nord ne les laissera pas faire. C'est la seule façon pour l'Afrique de pouvoir se défendre sur le plan international. C'est la seule façon pour l'Afrique de survivre même, je dirais. Donc l'intégration africaine, c'est absolument une nécessité vitale pour nous.
l'Afrique est un continent où seul il ne peut rien faire. Au Niger, on est un pays, on n'a pas la mer. On a uniquement une rivière. Alors qu'aujourd'hui, si l'unité africaine se fait réellement, on peut en profiter de la mer, du désert, des oasis d'autres pays. L'unité africaine est une valeur qui peut donner au continent africain de grandir. On est riche, on est intelligent, on est beau, on a des valeurs culturelles superbes. C'est très important qu'aujourd'hui qu'on se donne la main pour qu'aujourd'hui les guerres, les rébellions, ces coups d'État existent encore sur le continent africain. C'est pour ça qu'avoir un président pour l'unité africaine, des ministres pour l'unité africaine, pour en donner cette chance d'exister et de ne plus avoir de coup d'État. When we go to the UN, when we go to the international platforms, and when 53 countries speak in one voice, it makes a huge difference. People take Africa seriously. But if leaders go individually and talk, they have no voice. But once they stand together and they can speak in one voice, it makes a difference. Ceux qui sont en quête de ressources pétrolières s'adresseraient à une entité au lieu de s'adresser à 53 ou 54 entités. Ceux qui sont à la recherche d'uranium, à Reval, chez les Français ou les autres, au lieu de s'adresser à des petits pays, s'adresseraient à des interlocuteurs de poids. On nous ferait la cour plutôt que de nous dénigrer comme on le fait aujourd'hui. J'ai toujours été convaincu que l'Afrique n'est pas démunie, elle est désunie. C'est la vérité du continent africain. L'Afrique telle qu'elle est miettée là, on ne va rien faire sur notre pied. Toujours chacun va avoir son drapeau, son hymne. On ne peut pas aller loin avec ça. Il faut qu'on ait de réels États qui soient suffisamment puissants sur le plan économique pour pouvoir peser sur le plan politique. Il faut qu'on fasse confiance aux autres, il faut qu'on accepte de céder une parcelle de souveraineté. Les intérêts nationaux n'ont aucun sens dans la mesure où c'est dans un grand ensemble qu'on peut réaliser l'avenir de l'Afrique. On ne peut pas réaliser l'unité par des discours. Il faut des faits concrets. Quels faits peuvent nous pousser vers l'intégration? Il faut avoir des projets économiques communs. Il faut avoir une intensité de circulation, donc avoir des routes, avoir des chemins de fer. Tout cela, ce sont des projets qu'il faut créer. Ce sont des projets fédérateurs qu'il faut faire. L'Union africaine actuelle ne nous donne aucune solution. Elle ne nous donne aucun espoir. L'Union africaine, aujourd'hui, ne représente absolument rien, puisque les populations ne sont pas impliquées. Ce sont les dirigeants qui ne sont pas des exemples, qui votent ou bien qui choisissent le président ou le président de la Commission, le président de l'Union africaine ou le président de la Commission de l'Union africaine. Donc il faut, soit les États unis d'Afrique ou l'Union africaine, le nom importe peu, mais il faut que ce soit dirigé par des dirigeants crédibles. Des dirigeants crédibles, des gens qui ont fait leurs preuves. L'union va se faire à partir du moment où, sur le plan de l'éducation et de la culture, nous avons un esprit qui est intégré. Il y a donc un travail à faire au niveau de l'éducation et au niveau de la culture. Faire en sorte que tous les enfants des pays de la CEDEAO, au niveau primaire, ils ont le même programme. Au niveau secondaire, ils ont le même programme. Ils vont passer dans des programmes scolaires qui vont mettre ensemble des valeurs partagées. Et donc, ils ne se connaissent pas, mais ils se connaissent déjà parce que c'est le même programme. Quand ils vont se rencontrer, ils vont sentir qu'il y a une complicité, il y a une vision partagée qui est la leur. Et là, quand ils vont parler de l'union, de l'unité africaine, ils vont parler de ça enrobé des mêmes valeurs, des mêmes concepts. On a un gros travail à faire j'allais dire, de révolution culturelle et mentale. C'est le mot. Je ne mâche pas les mots. Parce que nous avons besoin que les Africains aujourd'hui, qui sont aux affaires, quelles soient les affaires administratives et politiques, quelles soient les affaires économiques, que les Africains puissent se penser d'abord en tant qu'Africains. Que le premier réflexe d'un Africain, c'est de dire « je pense à mon continent » avant toute autre idéologie extérieure. La seule idéologie qui va, c'est l'idéologie africaine, j'allais dire. S'ouvrir au modèle autre, notamment au modèle occidental, ou au modèle chinois, ou au modèle indien. S'ouvrir au modèle autre en prenant de ces modèles-là ce qui nous paraît le mieux.
mais pas en s'inféodant à ces modèles. Maintenant, les gosses, les jeunes vivent dans un monde où c'est l'Internet. Les images qui arrivent ne sont pas des images qui ont été présélectionnées par les parents, mais c'est des images qui arrivent et qui peuvent donner du bon comme du mauvais. Dans ces conditions-là, quand vous regardez l'enseignement que ça donne, c'est l'enseignement de l'ailleurs. Ce qui est beau, ce qui plaît, c'est ce qui est à l'extérieur. Ce ne sont pas des images qui parlent de nos réalités. Et les rares fois où ça en parle, c'est pour parler du sida, c'est pour parler de la guerre, c'est pour parler des inondations, c'est pour parler de la pauvreté, etc. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage, que ce ne soit pas seulement les grandes agences internationales, les grands médias internationaux qui donnent des images de l'Afrique et du tiers-monde. Allow me as an African to also know joy. Allow me as an African to also laugh. Why do you want us Africans always to feel hopelessness, despair? That's not the image of Africa. Quand tu ne t'aimes pas, et tu ne peux pas attendre que les autres t'aiment. Si tu ne sais pas où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Le fait que Obama est arrivé et que Obama a décoincé quelque chose dans nos têtes, dans nos mentalités et tout ça. Maintenant, pour moi, sa mission est terminée. Il est un président comme un autre, mais il a ouvert un truc qu'il fallait ouvrir à l'homme noir. Il s'agit donc, en quelque sorte, de restaurer cette conscience historique continentale africaine, de l'intégrer dans l'enseignement. C'est un facteur de cohésion qui doit contribuer à mettre l'ensemble des peuples africains à l'abri de toutes les formes d'agression culturelle. C'est le seul intérêt que présente une question comme celle-là, et c'est à une œuvre d'intégration de ce genre aussi que je vous invite. Si on ne fait pas ça, on va faire quoi? On va faire des compromis. On va traiter, je suis à l'aise, j'ai un salaire, j'ai une maison, j'ai une voiture, on me respecte dans la cité. Bon, moi, je suis sauvé, quoi. Et les autres. C'est la vie. Est-ce que la vie, être sauvé tout seul, ou être... On est tous dans la même pirogue, on est tous dans le même bateau, on est solidaires. Hein? On ne peut pas être un bonheur isolé tout seul. On ne peut pas être heureux quand il y a tant de chômeurs, quand il y a tant de désarroi, quand il y a tant de misère. C'est ça, nous avons toujours, les Africains ont toujours été des peuples d'hospitalité, de solidarité. C'est les ancêtres, c'est l'histoire, c'est tout ce que les autres ont fait. L'esprit de Marcus Garvey, l'esprit de Nkrumah, l'esprit de Cheikh Anta Diop, l'esprit d'Aimé Césaire, l'esprit de Firmin, de Dubois, de tous les sojourneurs. C'est cet esprit-là, des millions, au moins 200 millions de Noirs sont morts pour traverser l'océan Atlantique esclavage. Au moins 200, 300 millions. Ils mentent en disant que 5 millions, 11 millions. C'est 200, 300 millions que l'Occident a mis dans l'esclavage. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, voilà pourquoi il y a cette énergie, parce qu'il y a toute une histoire. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un, nous sommes pour la fraternité, nous sommes pour l'humanité, nous sommes pour un humanisme, mais nous sommes contre le mépris. Il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Mais l'Occident ne veut pas l'attendre, il veut toujours quelques noirs qu'on sauve, un noir propre, tu vois, il peut parler à l'académie, tu vois, il est bien, celui-là. Les autres sont des méchants, ils sont anti-français ou anti-blancs, des choses comme ça, quoi. Tu vois, ils montrent ça, et puis ils disent que oui, ce nègre, les autres sont violents, extrêmement violents. Et ça, c'est les mauvais nègres, quoi. D'autres sont doux, sourient, c'est des histoires. La jeunesse ne doit pas perdre courage, il y a l'espoir, il faut réfléchir et puis changer la donne radicalement, c'est tout. C'est ça le problème, c'est nous ne voulons plus qu'on nous baisse. So, some of the time I ask myself a question, when will a black man find peace in the world? And where will that peace be? If you do not identify with this continent, you do not have an identity. You need to be
an African in order to be proud of this continent. So I would really want you to use your potential. Use whatever avenues that you have to promote the image of Africa. But I know that someday, sometime, the darkness will be overshadowed by light, and Africa definitely will have peace. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.